Alors j'aimerais terminer maintenant. On a commencé par un ancien président d'Orange, mais c'est un grand plaisir d'avoir le vrai actuel président d'Orange. Il y a eu énormément de transformations dans le groupe. On était tous, Stéphane ébahis à ton show Hello. J'étais à côté de Pierre d'ailleurs, et on disait, ah ben mince, j'ai pas pensé à ça. Et c'est vrai que j'ai rarement vu un groupe de télécom, ayant moi-même dirigé il y a quelques années un groupe de télécom, se transformer autant. Donc je voudrais t'inviter à venir sur la scène et, mon cher Stéphane, nous expliquer, nous faire rêver sur le présent et surtout le futur. Merci beaucoup. Merci. Merci de tous ces mots chaleureux qui me vont droit au cœur pour ceux qui ont assisté à cet événement du show Hello, qui était un événement autour de l'innovation d'Orange, dirigé d'abord vers l'extérieur, un peu aussi vers l'intérieur. C'est peut-être d'ailleurs une façon aussi de faire vivre cette révolution digitale à l'intérieur d'une entreprise comme Orange. Le thème que vous m'avez proposé de traiter ce matin, c'est celui de la révolution digitale dans l'entreprise. Donc je vais essayer de me concentrer un peu là-dessus, de commencer peut-être par rappeler très rapidement ce qu'est cette révolution digitale. Je ne vais pas le faire trop longuement, parce que j'imagine que vous en avez beaucoup parlé depuis ce matin, et puis que tout le monde en parle partout, tous les jours, tout autour de nous. La révolution digitale, c'est une réalité. Elle se voit d'abord par l'explosion des usages. Il n'y a pratiquement plus un domaine aujourd'hui de la vie quotidienne qui échappe à une forme de rupture digitale ou transformation digitale. Pour citer l'exemple de la banque, par exemple, qui est un des usages importants de la vie quotidienne sur lequel il y a déjà beaucoup d'offres, mais dans lesquelles, en plus, j'espère, il va y en avoir bientôt de nouvelles, innovantes. Une chose qui me paraît importante de souligner, c'est ce que j'appelle le triomphe de la mobilité et du mobile. Les premières années du digital ont été des années de l'ordinateur, essentiellement, puis il y a eu un peu un phénomène tablette, et aujourd'hui, en fait, ce qu'on est en train de constater, c'est vraiment la focalisation des usages sur le mobile, sur le smartphone. C'est vrai de tous les grands services digitaux qu'on connaît aujourd'hui, et aussi c'est vrai dans le monde de l'entreprise. Cette focalisation des pratiques de communication, des échanges, de l'usage à partir du smartphone et du format du smartphone me paraît personnellement un phénomène absolument majeur qui n'a pas fini encore de produire ses conséquences. La transformation digitale, elle concerne tous les secteurs de l'économie, je n'ai pas besoin de développer ça, tous les domaines de la vie sociale, c'est une évidence. Quant aux prochaines vagues qui sont déjà annoncées, là non plus, je ne vais pas les commenter beaucoup plus avant. L'Internet des objets, même si on voit cet écosystème se construire plus lentement peut-être que ce qu'on pensait, et avec encore finalement plus de questions que de réponses sur ce que vont être réellement les modèles économiques de l'Internet des objets. La 5G, ça c'est la nouvelle frontière en matière de réseau qui correspond au triomphe du mobile aussi que j'évoquais. Et donc la 5G va avoir une grande importance, pas seulement parce que ça sera une nouvelle technologie de réseau mobile, mais parce qu'elle va arriver à un moment où le monde aura été totalement gagné par la mobilité et par le smartphone et l'Internet mobile. Et puis l'intelligence artificielle, ça a été évoqué, qui est peut-être la perspective la plus disruptive, la plus importante qui nous attend dans la société, dans la façon dont beaucoup d'activités qui génèrent beaucoup d'emplois aujourd'hui vont être totalement impactées et profondément transformées par l'arrivée de l'intelligence artificielle. Ça va être aussi un challenge, bien évidemment, majeur dans beaucoup d'entreprises, pratiquement toutes les entreprises, notamment toutes celles qui gèrent des services un peu répétitifs, disons, ou des services qui s'adressent à une économie de masse et pour laquelle les techniques de l'intelligence artificielle vont tout changer. Le propos, c'est « et l'entreprise dans tout cela ».
Comment est-ce qu'elle vit finalement, cette communauté qu'est l'entreprise dans cette révolution qui se passe tout autour. Ce qu'on peut dire d'abord, c'est qu'évidemment l'entreprise est touchée par la révolution digitale par l'extérieur. Ce sont les vagues technologiques que j'évoquais, et puis c'est surtout le changement de comportement des clients, des utilisateurs, qui deviennent de plus en plus digitaux eux-mêmes et donc attendent de leurs entreprises, celles qui leur proposent des biens et des services, qu'elles s'adaptent à ces changements de comportement et aussi à cette notion d'expérience utilisateur, d'expérience client, qui est peut-être une des choses que la révolution numérique a apporté, qui a remis l'utilisateur et le client dans une position peut-être encore plus forte, position de force par rapport à l'entreprise, et qui fait que, là aussi, quel que soit son secteur d'activité, il faut comprendre et savoir décliner cette notion d'expérience utilisateur, d'expérience client. Et puis, la révolution numérique à l'extérieur de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle vulgairement maintenant l'ubérisation, c'est-à-dire on sait bien qu'il y a aujourd'hui pratiquement plus aucun domaine d'activité qui peut échapper à l'idée qu'à un moment, il y a une forme de disruption qui arrive par une nouvelle génération d'entrepreneurs, d'entreprises, et tout ceci étant possible, rendu possible par les outils du numérique. Donc, la révolution digitale, elle est à nos portes. La question, maintenant, elle est, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise? Et je dirais très simplement qu'à l'intérieur de l'entreprise, bien évidemment, c'est un défi gigantesque qui est devant nous, pour lequel, d'ailleurs, on a évidemment commencé à se retrousser les manches et à essayer de comprendre quelles étaient les questions qui se posaient et comment est-ce qu'on allait les traiter. Et je dirais volontiers que c'est un défi particulièrement important et particulièrement difficile pour les grandes entreprises. Et ça sera le point sur lequel j'essaierai de m'attarder quelques instants. J'essaierai de brosser rapidement les enjeux de la révolution digitale dans l'entreprise, les leviers, et puis enfin évoquer les freins, parce que évidemment il y en a. Les enjeux, comme je le disais, ils sont évidents pour tout le monde, ils sont particulièrement importants pour les grandes entreprises, dans un monde où finalement les start-up sont un peu les millennials de l'entreprise. La révolution digitale n'est pas un sujet en soi quand on est une start-up, une petite entreprise qui s'est créée dans les dernières années, de la même façon que l'apprentissage du numérique n'est pas un problème pour les fameux millennials, c'est-à-dire, je pense, pour un certain nombre d'entre nous dans cette salle, nos enfants, et encore nos collaborateurs, en tout cas les plus jeunes. Les start-up, finalement, elles écrivent cette révolution digitale. Elles en sont un peu les auteurs. Et c'est très important, d'ailleurs, pour des grands groupes comme Orange, de regarder ce qui se passe dans une start-up, de comprendre comment on vit dans une start-up, comment tous les rapports à l'intérieur de l'entreprise sont différents. Ils sont posés de façon différente par rapport à ce que nous avons pu connaître. Donc, autant pour les start-up, la révolution digitale est quelque chose de spontané, qui je dirais, génère par eux-mêmes, autant pour les grandes entreprises, les installés, les historiques, c'est une autre paire de manches. Qu'est-ce qui se joue et quels sont les enjeux de cette révolution digitale? C'est d'abord, bien sûr, la conquête du client. Je l'ai évoqué, le client aujourd'hui, l'utilisateur, il attend de nous qu'on leur propose des services et des usages qui correspondent au mode de vie digital d'aujourd'hui. Et donc, si l'on veut pouvoir garder ou conquérir des clients, il faut que cette révolution digitale pénètre à l'intérieur de l'entreprise dans la façon même dont nous nous adressons à nos clients. C'est tout le défi de ce qu'on appelle l'omnicanalité ou la montée du canal digital et la mise en place de ce modèle auquel nous croyons, nous, beaucoup chez Orange, qui est le modèle physique et digital. On va retrouver une ligne de fuite importante pour nous qui est cette idée de réconcilier l'humain et le digital que Pierre évoquait à l'instant, ou la technologie et l'humain. Et on le voit déjà à travers ce choix que nous avons fait, nous, de nous positionner sur un modèle phygital, comme on dit aujourd'hui, pas très beau, physique et digital, être performant, bien entendu, dans la montée du canal digital et la digitalisation de tout ce que nous faisons, des interactions avec nos utilisateurs, mais en même temps garder l'humanité, la proximité, les boutiques, par exemple, tous les points de rencontre physiques que nous avons avec nos clients.
Ce qui se joue pour les entreprises, pour les grandes en particulier, c'est la performance, la productivité, l'agilité, c'est l'innovation. Il n'y a pas aujourd'hui d'innovation possible sans une appropriation totale du digital dans les usages, mais aussi dans les outils. Et puis, je dirais pour les grandes entreprises en particulier, et ça c'est peut-être un point, certainement avec Pierre on se retrouvera là-dessus, mais qu'on n'a pas encore complètement estimé à sa juste mesure, c'est l'attractivité. Je dirais même la désirabilité. Aujourd'hui, pour un jeune qui sort d'une grande école, par exemple, ou d'une université, une entreprise comme Orange se trouve en compétition, et de plus en plus, avec des petites entreprises, avec des start-up, avec des acteurs d'un nouveau genre. Et il ne faut pas croire, il faudrait surtout pas croire, que parce qu'on est une grande entreprise, qu'on est au CAC 40, qu'on peut peut-être mettre en avant une certaine forme de sécurité dans le parcours, ça suffit à faire la différence. Nous entrons dans une période où il va falloir que toutes les entreprises travaillent leur attractivité et soient à même de proposer des parcours professionnels, des lieux de vie, des cultures d'entreprise, des pratiques d'entreprise qui fassent que cet écart, qui est inéluctable aujourd'hui entre la petite start-up et le grand groupe, eh bien, soit progressivement réduit, et qu'en tout cas, on ne le laisse pas tel quel et on ne le laisse pas se développer. Donc l'enjeu de l'attractivité, pour moi, il est absolument capital par rapport aux générations qui arrivent, aux 30 A, comme on dit, parce que bien évidemment, quelles que soient nos situations économiques, on a besoin de ces jeunes. Orange est une entreprise qui, aujourd'hui, a une démographie, en France en tout cas, qui l'amène à voir beaucoup de ses anciens partir à la retraite. Et en même temps, elle s'adresse au marché du travail, elle s'adresse à cette génération des millennials. Et il faut qu'elle ait la capacité de les séduire et de les attirer. Ce qui se joue dans l'entreprise avec la révolution digitale, c'est au fond beaucoup de choses qui existaient déjà, mais qui prennent un relief particulier à l'heure du digital. C'est le choc des générations, je l'ai évoqué. Les millennials et puis les quinquas, voire plus. C'est l'aplatissement de la hiérarchie. L'aplatissement de la hiérarchie qui est quelque chose qui est apporté par le digital et évidemment pas neutre dans la société, mais en particulier dans l'entreprise. C'est la démocratie directe, c'est la capacité d'expression de tout salarié, quel que soit son niveau dans l'entreprise, sur des sujets qui dépassent évidemment sa seule tâche, sa seule contribution dans l'entreprise. Il faut savoir lui donner une capacité d'expression et puis derrière l'écouter. C'est finalement la capacité à faire travailler tout ce petit monde ensemble. Les jeunes, les moins jeunes, ceux qui sont le plus facilement et spontanément rompus au digital et ceux pour lesquels c'est plus compliqué. Tout ceci avec une toile de fond, en particulier pour les grandes entreprises, qui est cette notion d'engagement. Je voulais vous dire un mot là-dessus parce que moi je crois que c'est peut-être autour de cette notion d'engagement que on peut le mieux mettre en perspective cette révolution digitale et surtout lui donner tout son caractère positif et de progrès pour l'entreprise. Vous savez qu'il y a pas mal de gens qui se sont penchés sur cette notion d'engagement des salariés. Il y a en particulier une étude célèbre de Gallup qui est faite régulièrement et qui essaie de mesurer le taux d'engagement des salariés. Inversement, le désengagement, c'est-à-dire au fond avoir des hommes et des femmes qui sont dans une entreprise, qui travaillent, qui font ce qu'on leur demande, pas plus, pas moins, mais qui ne s'estiment pas véritablement faire partie d'une aventure collective ou qui estiment en tout cas que leur contribution est extrêmement circonscrite, le désengagement, il a été calculé qu'il coûtait extrêmement cher. Gallup estime que le désengagement coûte à peu près 20% d'écart de productivité et de rentabilité pour les entreprises qui subissent le désengagement. Gallup dit également qu'aux États-Unis, il y a plus de 50% des salariés des grandes entreprises américaines qui estiment qu'ils ne sont pas engagés, ce qui est énorme. Et qui pourrait dire, en France, dans une entreprise comme Orange,
pour commencer par là, que nous échappons à cette réalité. Qui pourrait croire que dans une entreprise comme Orange, on n'est pas confronté à ce problème qui est celui de l'engagement de nos salariés? Bien sûr qu'on a des équipes formidables, on est les premiers à les mettre à l'honneur et à les remercier, mais on voit bien quand même que créer cet engagement, l'entretenir en permanence, c'est peut-être le plus grand défi auquel nous sommes confrontés. Et c'est un problème particulier aux grandes entreprises, parce que bien évidemment, l'engagement des salariés, il est naturel, une fois de plus, et quand on est dans un environnement de start-up ou même dans une petite structure. Par contre, dès qu'on est sur des grosses structures, où il y a des circuits de décision complexes, lourds, où on a souvent le sentiment de prêcher dans le désert, ou même d'ailleurs de n'avoir aucun intérêt, aucune utilité à apporter une idée particulière parce que ça se perdra dans la masse, c'est là où le risque du désengagement, il est le plus grand. Et moi, je pense que le digital est peut-être l'opportunité historique que nous avons de recréer de l'engagement chez nos salariés et de lutter contre ce fléau des grandes entreprises en particulier, qui est le désengagement. Alors pour ce faire, il faut utiliser un certain nombre de leviers. Vous les connaissez, je ne vais pas là non plus être trop long, mais le premier, évidemment, c'est la formation. Pierre le rappelait, la formation continue, la formation tout au long de la vie professionnelle, la formation en utilisant toutes les techniques qui sont aujourd'hui à notre disposition, notamment celle du digital. Nous, chez Orange, on a, il y a quelques années, été parmi les premiers à mettre en place un module spécifique sur la sensibilisation, l'apprentissage des outils du digital et des codes du digital, qu'on a appelé la Digital Academy. On y a fait passer nos presque 100 000 salariés français aujourd'hui, donc 100% de l'effectif. Mais évidemment, ça ne suffit pas. Et cet effort de formation, il doit être absolument permanent, il doit être gigantesque. Orange consacre presque 7% de sa masse salariale à la formation. Et bien évidemment, il n'y aura pas de révolution digitale réussie dans l'entreprise sans un considérable effort de formation. Il y a une chose évidente qui est la diffusion des outils du numérique, à commencer par les smartphones. Aussi étonnant que ça puisse paraître, Orange est une entreprise, opérateur de télécom, qui ne donnait pas à tous ses salariés un smartphone et, si possible, un forfait qui va avec. Donc il y a 3 ans, j'ai décidé de faire cette opération et nous avons offert un smartphone 4G à tous nos salariés, avec évidemment un abonnement qui leur permette de s'en servir. Autre exemple, le réseau social d'entreprise. Ça devient maintenant un peu plus usuel. Orange a été aussi, je pense, un des premiers à mettre en place un réseau social d'entreprise qui s'appelle Plaza. On a dû s'y reprendre à plusieurs fois, je ne vous le cache pas, parce que c'est bien de vouloir faire un réseau social d'entreprise, mais quand on a des choses aussi magnifiques autour de nous que Facebook, ça met un standard quand même très élevé. Vous ne pouvez pas faire un réseau social d'entreprise ringard, parce que sinon les gens n'y vont pas. Donc il faut là aussi un produit attractif, dont l'ergonomie soit agréable, et où les utilisateurs se sentent à l'aise, comme ils se sentent à l'aise sur Facebook. On a aujourd'hui 60% des salariés du groupe qui sont inscrits dans notre réseau Plaza. Il y a plus de 2500 communautés qui se sont créées, donc on peut considérer qu'après un démarrage un peu difficile, ça commence à être mieux. Il y a une question très importante qui peut donner lieu à des expérimentations diverses, qui est la question de l'association des jeunes, notamment des fameux millennials, à la direction de l'entreprise, à la prise de décision, et même d'ailleurs à la conception de la stratégie. Or, tout le monde connaît le shadow COMEX de notre ami Sébastien Bazin, chez Accor, ça a été sa façon de répondre un peu à cette question. Nous, chez Orange, on a fait quelque chose, chez Orange France, que je trouve intéressante, parce que c'est la même idée, et qui fonctionne plutôt bien aujourd'hui. Alors, on appelait ça la petite fabrique. Donc, c'est pas un shadow COMEX, c'est la petite fabrique. Qu'est-ce que c'est? En fait, on a sélectionné sur une base de volontariat, évidemment, un certain nombre de jeunes de moins de 30 ans. On a fixé la barre à 30 ans. Et on a constitué une petite communauté de ces jeunes, qui s'appelle donc la Petite Fabrique. Et ils ont du temps, évidemment, et quelques moyens pour proposer des projets, des idées, avec une focalisation sur le fonctionnement de l'entreprise. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qu'on a conçu pour
produire des innovations en termes de services ou de produits, mais vraiment pour voir comment ces regards de jeunes qui arrivent dans l'entreprise peuvent nous aider à bousculer et à transformer les modes de fonctionnement, je l'ai dit, qui sont parfois un peu lourds, à l'intérieur de l'entreprise. On a été accompagné dans cette initiative par une start-up qui s'appelle Ticket for Change, et on est aujourd'hui à un moment où ce qui a été produit par ces gens, par ces jeunes, commence à trouver une réalité, une réalisation. Il y a des expérimentations qui se font un peu partout. Et je suis assez, moi, optimiste et confiant dans l'intérêt de la démarche. Il y a aussi quelque chose qu'on appelle le reverse mentoring, que peut-être vous avez entendu parler, cette idée de constituer des binômes entre des très jeunes et des, on va dire, un peu moins jeunes. Mais ce n'est pas là l'ancien qui forcément fait le mentoring du jeune, c'est plutôt l'inverse. Ce n'est pas toujours évident, mais c'est intéressant. Les lieux de travail, l'atmosphère au travail, ça aussi c'est un sujet pour les grandes entreprises qui devient capital. Moi, depuis que je suis chez Orange, j'ai essayé de promouvoir un peu des nouveaux lieux de travail. On a notamment fait un campus d'innovation que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle Orange Gardens à Châtillon. On a un projet de nouveau siège qui devrait être une réalité d'ici 2 ans et demi et qui va être véritablement conçu pour offrir à toutes et tous, mais notamment à cette génération des millennials, un cadre, une atmosphère au travail différente de ce qu'on a pu connaître dans le passé. Il y a le dress code, il y a les nouvelles formes de travail, le télétravail, etc. Toutes ces choses sont importantes pour faire vivre cette révolution digitale à l'intérieur des entreprises, et en particulier des grandes, parce que dans les petites, ça existe. Vous ne verrez pas un patron de start-up arriver avec une cravate le matin au bureau. Bon, peut-être il la met quand il va voir des banquiers ou des gens qui sont encore un petit peu traditionnels, mais bon. Donc, tout ça est important, et ce sont des critères importants pour des jeunes au moment où ils ont à se décider dans leur vie professionnelle d'aller dans un endroit ou dans un autre. Et puis, bien évidemment, il y a ce que j'appelle le substrat culturel de l'entreprise. C'est tout ce qui peut donner du sens, au fond, à ce qu'on fait. Moi, je suis frappé de voir que cette génération des millennials, elle a une quête de sens qui est beaucoup plus grande que même celle que nous pouvions avoir, probablement nous, ou encore plus nos aînés. Ils ont besoin, effectivement, de trouver du sens à ce qu'ils font, ce qui est bien d'ailleurs. Je trouve ça plutôt positif. Mark Zuckerberg, vous avez peut-être lu son discours il y a quelques jours à la remise des diplômes de Harvard, a beaucoup insisté là-dessus. Je crois qu'il a tout à fait raison. Et pour nous, pour les grandes entreprises, ça passe par tout ce qu'on fait en matière de responsabilité sociale et environnementale. Et ça passe par beaucoup la communication interne et, on va dire, la réinvention un peu des valeurs de l'entreprise pour peut-être mieux refléter ce besoin de sens aussi que ces générations peuvent avoir. Enfin, je terminerai sur quelques remarques sur le fait que, bien évidemment, par rapport à tout ça, il y a des freins. Il y a des freins et ce serait dangereux de méconnaître ces freins. Des freins et des résistances. Il y a d'abord des freins culturels et en particulier autour de ce que j'appelle le middle management de l'entreprise. Je parle toujours des grandes entreprises, là. Ça paraît assez évident d'ailleurs, parce que quand on dit « the company is flat », évidemment, tous ceux qui sont dans des fonctions de management au milieu peuvent avoir le sentiment qu'ils sont un petit peu les perdants de l'affaire. Donc, la façon dont on peut convertir le middle management, qui a un rôle évidemment essentiel dans l'entreprise, à ces valeurs de la révolution digitale, je pense que c'est un point tout à fait central qui peut compromettre la capacité d'une entreprise à aller plus vite vers cette perspective et qui, au contraire, peut faciliter beaucoup les choses si on est capable de les embarquer. Il y a autour de nous un certain nombre d'acteurs qui n'ont pas complètement, je crois, intégré ces données de la révolution digitale et qui restent un peu sur des modèles anciens. Je vexerai personne, mais je citerai un peu les organisations syndicales, auxquelles on parle beaucoup. C'est vrai que je crois que les organisations syndicales n'ont pas encore complètement fait leur révolution digitale, ni dans leur façon de fonctionner elles-mêmes, ni peut-être dans leur façon
de vouloir fonctionner à l'intérieur des entreprises. Ils n'en ont pas tiré, je crois, complètement encore les enseignements. D'un certain point de vue, des pouvoirs publics aussi, qui restent dans beaucoup de domaines sur des modèles encore anciens. Il y a des risques qui sont liés à l'individualisation à outrance et à tout ce qui touche à la frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle. C'est bien beau de dire digital à l'intérieur de l'entreprise, tout le monde a un smartphone, etc. En même temps, il faut certainement que ça s'accompagne d'un minimum de règles de vie en commun pour qu'on ne tombe pas dans une confusion totale entre les univers professionnels et l'univers professionnel. Moi, je crois que c'est un sujet auquel il faut qu'on soit attentif. Et puis, le dernier que je mentionnerai, c'est les questions de sécurité. Là aussi, c'est un peu une tarte à la crème, mais il est évident que tout ce qui tourne autour de la cybersécurité est un enjeu majeur de cette révolution numérique, et c'est notamment vrai à l'intérieur de l'entreprise. Comment concilier la facilité du digital, la facilité de la communication, de l'échange, avec les besoins de sécurité des données sensibles de l'entreprise, de sécurité d'accès à ces systèmes internes. Regardez ce qui s'est passé il y a encore quelques jours chez nos amis de Telefónica en Espagne, à l'intelligence économique, parce que, évidemment, ça existe, et le digital est une formidable opportunité pour tous ceux qui cherchent à faire de l'intelligence économique aussi. Voilà, en conclusion, je dirais que pour moi, la révolution digitale dans l'entreprise, ça n'est pas une affaire de technologie. Les technologies, elles existent et tout le monde sait à peu près les trouver. C'est d'abord une révolution culturelle et managériale qui suppose probablement de remettre au centre de l'entreprise l'employé et pas le client. En tout cas, dans cet ordre. Et j'aime bien cette expression que vous connaissez sûrement de cet Indien Vinit Nayar, qui est un des grands entrepreneurs du domaine de l'informatique, qui a théorisé un peu tout ça. Il a fait beaucoup de communication là-dessus, peut-être un peu trop, mais il a eu cette expression que je trouve assez juste. Il dit, à l'heure du digital, c'est « employee first, customer second ». C'est-à-dire que vraiment, c'est au niveau des ressources humaines de l'entreprise que se joue la partie, et on peut penser que c'est par l'engagement de nos employés régénérés et modernisés par le digital qu'on sera capable aussi de créer la satisfaction des clients, qui est quand même le but ultime de l'entreprise, ça c'est clair, et donc c'est succès futurs. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire en guise de modeste contribution à ce vaste sujet.